Bien, nous allons commencer ce panel. Et donc ce panel où on va discuter biodiversité et économie bleue. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Vincent Ledé, je suis le directeur du laboratoire Arago ici à Banyuls. Et je voudrais présenter les membres de ce panel qui vont discuter avec moi. Donc à côté de moi, Frédéric Duong, qui est le PDG de Nénuphar. Et si ça, c'est pas une start-up dont on peut parler dans un panel autour de la biodiversité, je vous demande ce que c'est quand même. Donc c'est parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. Gilles Lecaillon, PDG de Écocéan. Hervé Magnien, qui est le directeur du parc naturel marin du Golfe du Lion. Et puis Renaud Villemain, qui est responsable des moyens à la mer et du service d'observation de l'Observatoire océanologique de Banyuls. Et donc, messieurs, on va discuter biodiversité et économie bleue. Alors, quand on parle de ça, moi, souvent, j'entends comme réaction des gens, ils ont tout de suite en tête l'image de l'écologie punitive qui est, on va rien pouvoir faire parce que ils vont nous embêter avec leurs petites bêtes et franchement, c'est fatigant. Moi, je pense, alors je ne fais pas partie du panel, mais je vais quand même donner mon opinion. Je pense que la question de la protection de la biodiversité est une chance pour l'économie bleue et que, somme toute, l'économie bleue, bien construite, peut être une chance pour la préservation de la biodiversité. Et c'est de ce dualisme dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le côté positif et négatif de l'association des deux. Alors, je crois que je vais commencer par mon voisin, comme ça on va parler start-up et on va rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, Nénuphar, c'est une start-up qui a été créée au mois de février de cette année, donc c'est très très récent. Une jeune société, nous sommes actuellement 7 personnes, donc on est avec un taux de croissance. Notre activité, c'est l'ingénierie, donc du développement de biotechnologies de manière à améliorer et à accélérer significativement la production de microalgues. Et vous verrez que nous sommes finalement situés, non pas entre mer et terre, non pas entre ciel et mer, mais entre mer et terre. À savoir que, bien sûr, notre vocation, c'est non pas nous-mêmes la production, mais c'est de fournir des équipements hautement technologiques, très performants, pour justement répondre aux enjeux du développement durable, et notamment dans le domaine halieutique, c'est-à-dire produire en quantité importante donc des microalgues de différentes sortes, bien sûr, puisque ça dépendra évidemment de l'usage, pour éviter ou pour limiter l'utilisation notamment de farine de poisson, de différents aliments qui viennent se substituer en fait des productions actuelles. Voilà. Donc, mon équipe, enfin une partie de mon équipe est ici. Ce sont essentiellement des ingénieurs et des universitaires, soit dans le domaine de la biologie et également dans l'ingénierie des procédés industriels. Parce que, pour aller très vite, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait une grande difficulté en termes de développement d'associer justement des gens qui font de la recherche, et il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche dans le domaine de la biologie. Nous avons travaillé notamment avec l'INRA à Narbonne, que vous connaissez certainement très bien, et des industriels, entre guillemets, des agro-industriels, qui eux ont pour vocation de produire et de développer des équipements technologiques qui eux vont justement répondre aux besoins d'utilisateurs. Et finalement, notre société qui associe des universitaires et des ingénieurs, on l'espère, permettra de déboucher sur des solutions technologiques performantes et, encore une fois, qui répondent totalement au développement durable. Si je comprends bien, les exigences autour de la protection de la biodiversité, là je pense en particulier à la question de l'aquaculture et de faire une aquaculture qui évite de pêcher en quantité des poissons fourrageurs, qui serait mieux de rester dans l'océan, c'est une impulsion en fait dans la création et le développement de vos sociétés. Oui, c'est
un des segments de développement, sachant qu'au départ, nous avons visé, et vous le verriez sur notre stand, plutôt la production de microalgues de type spiruline ou chlorelle. Pourquoi ? Parce qu'elle répond à un marché qui existe, un marché des consommateurs de spiruline, pas seulement en France, parce qu'en France, il y en a très peu finalement. Ça répond surtout aux besoins de pays en voie de développement, il faut le savoir, parce que on travaille avec une association qui s'appelle Antenna France, qui installe des fermes de spiruline dans les pays au Mali ou ailleurs, où là, les populations ont vraiment besoin de protéines d'excellente qualité, avec les vitamines, les oméga, etc. Donc ça, c'était le premier segment de notre activité. Voilà. Le second segment, c'est effectivement, et on a un projet, pas très loin d'ici, à côté de Perpignan, de fermes de spiruline, de fermes de microalgues qui seraient associées à une production halieutique. Parce que, évidemment, les deux font sens, pas seulement sur la côte, uniquement, bien sûr, même s'il faut de l'eau saumâtre, ce n'est pas uniquement en eau de mer, mais donc ça a du sens. Le troisième axe de développement, troisième segment, c'est la production de biofuel, de biocarburants de troisième génération, parce qu'on considère que c'est un non-sens complet sur le plan environnemental, économique, sociétal, etc., d'utiliser, désolé de le dire, parce qu'il y a peut-être des pétroliers parmi vous, peut-être pas beaucoup, mais bon, d'utiliser de l'huile de palme, déforestation, d'utiliser du colza, d'utiliser de la betterave pour faire de l'éthanol, etc. Donc, ces trois segments sont très complémentaires et tous vont dans le même sens, c'est-à-dire quand même d'essayer de trouver une solution d'une ressource, d'une bioressource inépuisable. Parce que si vous vous intéressez aux microalgues, vous verrez que c'est la première ressource sur la planète depuis près de 3 milliards d'années. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Tout le pétrole que nous utilisons tous les jours a été produit à partir des micro-organismes et notamment, en grande partie, les microalgues. Et dernier point, parce que je ne voudrais pas accaparer la parole trop longtemps, savez-vous que 50% de la biomasse produite sur la planète, tous les jours, toute l'année, comme vous voulez, ce sont les microalgues. J'ai bien dit produites. Ça ne veut pas dire celles qui existent. Pour une raison toute simple, c'est que dans les conditions optimales, les conditions normales de production, notamment dans les pays chauds, dans les océans, cette production est doublée chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 1 kilo, demain 2 kilos, après-demain 4 kilos, et ainsi de suite. Et donc, 50% de la production de la biomasse sur la planète, ce sont les microalgues. Voilà, je voulais terminer sur ce point. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à votre voisin, Gilles Lecaillon, Ecocéan. Bon, alors là, le développement d'une société et la protection de la biodiversité vont de pair directement sur ce que fait Ecocéan. Oui, exactement. Alors, nous, on est une start-up de février 2003. Ah oui. Donc, on a mis vachement de temps à la détente. Mais ceci dit, c'est aussi dû au contexte de la biodiversité. Il y a 2003, c'était il y a presque 15 ans, plus de 15 ans en arrière, on ne parlait pas beaucoup de biodiversité. Donc nous, on était quand même bien en amont. Et quand on a commencé à parler de biodiversité, il a fallu du temps à nous écouter. Donc on a été 1,5 pendant 10 ans. Et depuis 4-5 ans, on a notre chiffre d'affaires qui augmente. Et on est 15 aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'on est une start-up. Mais sur le papier, on n'est vraiment pas trop une start-up. Et nous, pour répondre à ta question du départ, c'est que on s'est dit, bon voilà, aujourd'hui, il y a des infrastructures qui existent sur la côte, sur le littoral. Il y a une artificialisation. On ne va pas revenir en arrière. Donc plutôt, on ne va pas revenir en arrière. On ne va pas enlever le port de Marseille. Le port de Marseille, aujourd'hui, il est là depuis 100 ans. Donc comment on peut faire mieux avec le port tel qu'il est là aujourd'hui en apportant de l'ingénierie écologique, donc ça c'est le métier d'Ecocéan, à ces structures artificielles. Voilà comment ça a démarré, en fait, comment on a commencé à se développer depuis 4-5 ans ou 6 ans. C'est qu'on s'est dit, on va valoriser ces structures artificielles pour leur donner des fonctions écologiques. Voilà, donc on est vraiment dans le lien entre biodiversité et artificialisation. Enfin, je veux dire, l'ingénierie écologique existe ne serait-ce que parce qu'on a un impact sur l'écosystème. Sinon, la nature, elle n'a pas besoin de nous pour se développer. En revanche,
avec la pression qu'on lui met, aujourd'hui, on doit, enfin en tout cas nous, on essaye de l'aider, la nature, à être encore plus efficace que ce qu'elle devrait être, mais par le fait que l'artificialisation et puis d'autres pollutions ont un vrai impact sur le littoral. Voilà un peu le cœur de métier d'Écocéan. D'accord, merci beaucoup. Alors on va passer, on va avoir une perspective un peu différente avec Hervé Magnien. Donc prends le micro qui est là pour éviter de tirer les fils. Voilà. Vous allez garder ce micro exactement. Il doit être allumé normalement. Et alors Hervé, dis-nous du point de vue du parc marin, qui donc là a quand même un impératif de gestion du milieu naturel, de régulation des usages et qui quand même par son conseil de gestion établit une instance de dialogue entre des acteurs. Et comme je fais partie du conseil de gestion, je peux voir que parfois les dialogues sont, comment dirais-je, vifs, mais néanmoins constructifs. Comment tu vois ça, toi ? Alors, les parcs naturels marins sont nés en 2006 avec une vraie vocation d'être un acteur de protection de la nature, évidemment, mais qui fédère vraiment l'ensemble des parties prenantes sur ce territoire pour leur permettre justement non pas d'être victimes d'une protection abrupte et privative, mais bien d'un projet de développement d'un territoire en intégrant les activités et surtout en ayant un objectif commun qui nous porte, qui est la protection du milieu marin et la recherche justement de ces compatibilités entre les usages qui sont présents depuis longtemps, de nouveaux usages aussi qui arrivent. Si on prend l'exemple des éoliennes, qui serait un gros sujet, on voit qu'un parc marin est un territoire d'expérimentation, un territoire d'échange et de discussion, mais qui ne doit pas perdre je dirais, de vue son objectif majeur, qui est la protection de l'océan. Et donc d'être à la fois à l'amont sur la connaissance, là on a vraiment un rôle important, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des organismes de recherche comme l'Observatoire ici, mais bien d'autres. On travaille aussi avec des entreprises qui expérimentent, qui viennent vers le parc et qu'on essaye de soutenir via un appel à projet annuel, par exemple. Et donc, on a aussi tout un travail d'accompagnement avec les acteurs. Donc, on est vraiment toujours très sensible à gérer aux projets qui permettent à la fois d'allier développement économique et protection du milieu marin. Donc, on est un parc, on va dire, effectivement, qui ne perd pas de vue cette dimension-là. Ok, pour commenter, c'est vrai que j'ai pu voir, tu me parlais de l'éolien flottant, c'était un des débats auxquels ça me fait penser que effectivement il y a une tension fondamentale dans tout projet industriel, d'équipement, de développement entre allez, je vais le faire schématique, la protection de la biodiversité et le taux de chômage. Je suis un peu rapide, mais bon, on se comprend. J'ai deux questions liées à ça. C'est comment tu vois la résolution de ces conflits-là ? Parce que bon, ok, on dit on dialogue, etc. Mais il y a un moment, il faut que les décisions soient prises. Et alors, on n'a pas de politique ici dans ce panel. Il y en a peut-être dans la salle. Alors ils pourront intervenir s'ils veulent. Hein. Mais comment tu vois la position du politique là-dedans, qui me semble être absolument clé, et dont, alors tant pis, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, dont je m'en vais de toute façon, donc je peux y aller, dont je ne suis pas toujours super convaincu par le degré de connaissance qui leur permet de prendre des décisions informées. Ça va ? C'était assez diplomate ? C'est une question effectivement qui est pas simple. Lier la politique effectivement de protection de la nature et la préoccupation de nos élus, qui évidemment souvent est prioritairement économique et source d'emploi. Le parc, effectivement, au travers de sa gouvernance, accueille évidemment les élus du territoire qui sont évidemment très, très sensibles et très, appuient de tout leur poids pour, faciliter le développement économique de ce territoire. Souvent aux dépens de la nature, malheureusement, puisqu'on sait très bien, on parle d'artificialisation, c'est très à la mode aujourd'hui. La région a affiché un objectif très ambitieux qui découle aussi des politiques nationales, qui avait été impulsé par Nicolas Hulot, qui était de dire attention, si on laisse continuer les activités humaines
à prédater la nature, à l'écraser par ses routes, par ses aménagements divers et variés, on va de toute façon voir décliner, voir s'effondrer probablement cette biodiversité qui nous fait vivre. Et donc l'idée même de zéro artificialisation nette, qui est un concept quand même très courageux, même si on voit très bien qu'en pratique, il est très compliqué parce qu'on a tous des yeux et on voit bien les lotissements qui poussent un peu partout, les routes qui continuent à se faire, les aménagements portuaires qui progressent, etc. Et la seule condition pour qu'on aille vers cette zéro artificialisation nette, c'est d'abord de le faire tout de suite et pas de le projeter dans 5 ans ou dans 10 ans, parce que c'est un petit peu la tendance d'avoir des belles annonces et en fait se laisser le temps de massacrer on verra demain. Or aujourd'hui, l'urgence écologique est là et ces décisions doivent être prises courageusement et dans des délais courts. Et elle pose une vraie question sur la restauration, écologique et sur la préservation du capital écologique existant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reporter à l'infini des décisions difficiles qui est à un moment donné d'accepter que certains aménagements ne soient pas faits. Et même si ça peut avoir immédiatement des conséquences économiques, il y a probablement d'autres façons d'envisager le développement économique sur des territoires maritimes comme le nôtre et de se dire que si on n'étend pas un port pour avoir 500 anneaux de plus, on peut peut-être imaginer une requalification de ce port, d'aller dans des démarches qualitatives, d'accueillir des entreprises qui développent d'autres choses et de permettre finalement une autre direction que celle qu'on a héritée finalement du XXe siècle, qui est celle d'un aménagement relativement lourd et très impactant sur le milieu naturel. Ouais, pour aller dans ton sens et essayer d'en tirer une formule rapide, la protection de la biodiversité n'est pas forcément l'ennemi du taux de chômage. C'est-à-dire, je pense qu'il faut expliquer encore et encore à nos chers politiques que protéger la biodiversité, ça marche sur la biodiversité, ça marche électoralement, parce qu'il y a plus d'électeurs sensibles à la protection de l'environnement que de certaines catégories socio-professionnelles qui y sont moins sensibles, on va dire, et ça marche économiquement parce que ça crée des jobs. Localement. Alors, Renaud Villemain, moyen à la mer, observation du milieu. Moi, j'ai envie de t'entendre, mais j'ai le plaisir de t'entendre quasiment tous les jours, mais j'ai envie que nos auditeurs t'entendent sur la question observation du milieu, économie bleue et biodiversité. Oui. Alors déjà, pour protéger l'environnement, les écosystèmes et la biodiversité, il faut déjà comprendre comment tout ça fonctionne, comment fonctionne toute cette machine. Et pour ça, il faut observer, il faut accumuler de la donnée, de la data, et c'est notre travail à l'Observatoire au niveau du service d'observation et des moyens à la mer. Donc nous menons ce travail depuis de façon coordonnée depuis 22 ans maintenant. On a commencé en 1997. Et on fait différents types d'observations du milieu. Alors il y a une observation que nous on appelle basse fréquence ou l'observation classique, c'est-à-dire on sort à la mer de façon très régulière, on fait des prélèvements et on rentre en laboratoire, on analyse tout ça et toutes ces données-là sont stockées dans des bases de données. À ça se rajoute depuis quelques années un autre aspect qui est l'observation haute fréquence. Alors le but n'est pas de remplacer la basse fréquence par de la haute fréquence, déjà parce que on n'est pas capable à l'heure actuelle de détecter tous les paramètres que l'on fait de façon manuelle en laboratoire directement in situ. La haute fréquence nous amène d'autres informations que la basse fréquence. C'est-à-dire la basse fréquence, on se tourne plus vers une évolution à long terme du milieu. Donc ça permet d'avoir une sorte d'état zéro et puis de voir avec les effets du changement climatique comment tout ça évolue. La haute fréquence nous donne d'autres éléments et notamment des informations importantes sur les phénomènes épisodiques, sur les accidents, sur les pollutions, etc. Donc c'est deux approches très complémentaires. À l'Observatoire de Banyuls, on s'est lancé dans l'aspect haute fréquence depuis une dizaine d'années. On a des bouts instrumentés qui sont, peut-être certains d'entre vous connaissent et que vous pouvez voir déployer. Il y en a une qui est au large de Banyuls. Et on est en train de créer un nouvel outil technologique assez unique sur le littoral méditerranéen, qui a pour nom Rémimed, qui est une plateforme technologique
qui mettra à la disposition, alors évidemment pour nos activités à nous, académiques, mais également vers nos partenaires privés et vers les entreprises, un système complet de tests en mer, de systèmes instrumentés, avec donc des bouées, avec les moyens de déploiement des instruments. Avec, nous avons 2 bateaux, 2 navires océanographiques, nous avons les hommes d'équipage pour mener à bien les missions, nous avons un service de plongée, nous avons toute une instrumentation océanographique. Et nous allons, fait assez unique puisqu'il n'y a que 2 stations équivalentes sur tout le littoral français, déployer un réseau câblé sous-marin. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait le problème en mer, bien souvent, c'est qu'il n'y a pas l'énergie et au niveau communication aussi, on est limité. Donc là, l'idée, c'est de tirer un câble sur le fond marin, un câble qui va amener à la fois l'énergie et la fibre optique, donc le réseau, directement dans le milieu marin. Et on aura une station de fond, donc qui sera une sorte de boîte de jonction où on pourra venir se connecter et tester de nouveaux capteurs, de nouveaux outils qui permettront d'améliorer nos connaissances et nos capacités d'observation du milieu et par là même la préservation de ce milieu-là. Donc derrière ça, il y a tout un pan d'économie qui peut se développer. Puisque des outils comme ça sont assez uniques. De l'éolien flottant, du coup. Alors voilà, l'éolien flottant, c'est un peu une opportunité. Il y a des projets de parcs éoliens flottants sur notre côte occitane. Et nous sommes impliqués dans ce projet-là dès le départ pour essayer de se servir de ces futures structures qui seront câblées forcément, qui vont produire de l'énergie, pour s'en servir pour faire de la recherche et de l'observation sur le milieu. Donc on a, avec Vincent notamment, on est impliqué dans ce projet-là et on a proposé tout un tas d'expériences différentes pour se servir de ces infrastructures comme des outils qui nous permettront d'améliorer nos connaissances. Et alors, j'en profite, si vous me permettez, parce que je suis un chercheur académique, donc je vais quand même faire ma minute de publicité pour vous dire 2 choses. La première, c'est que le laboratoire Arago est absolument ouvert aux entreprises qui voudraient bénéficier de ces plateformes technologiques. On a parlé des moyens à la mer, du service d'observation. Il y a d'autres plateformes qui sont représentées ici, Biodemarc qui est biotechnologie marine et chimie marine, Biopic qui fait de l'imagerie et de la cytométrie. Et donc, il y a des plateaux techniques qui sont absolument ouverts aux entreprises et donc on est ravis si elles viennent les utiliser, évidemment. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais vous faire une publicité pour la lettre du boss que vous pouvez trouver sur Internet, où vous pouvez vous abonner. Le boss, c'est pas moi, comme on pourrait croire, mais c'est le Banyuls Observation Sea Service. C'est le service d'observation de Banyuls et la lettre du boss, qui est en français, vous présente chaque mois, sous une forme tout à fait ouverte aux non-spécialistes, une observation intéressante ce mois-ci, un développement nouveau, donc vous permet de vous maintenir au courant de ce qui se passe autour de l'observation marine à Banyuls. Et je pense que c'est intéressant pour suivre des évolutions technologiques et des évolutions scientifiques dans ce domaine. Alors moi, j'ai envie de me tourner vers la salle pour savoir s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent qu'on approfondisse certains points. N'hésitez pas, 1 minute. Mais alors par contre, si vous voulez bien, levez-vous, parce que je suis pas sûr que le fil du micro soit assez grand. Alors, expliquez haute fréquence et basse fréquence, Renaud. Ce qu'on appelle la basse fréquence, c'est suivant les sites d'observation, enfin, alors, les plus proches de la côte, on y va, on a un point notamment qu'on observe depuis plus de 20 ans, sur lequel on va toutes les semaines. Donc ce qu'on appelle basse fréquence, nous, c'est un prélèvement par semaine, sur lequel on fait une quinzaine de paramètres, qui vont physico, chimiques et biologiques. Ce que j'appelle la haute fréquence, c'est qu'on va passer à une donnée toutes les minutes. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez, les données sont disponibles sur le web directement, c'est-à-dire que vous pouvez... Oui, ce sont des données publiques, voilà. Elles sont accessibles à tout le monde. Ouais. Ouais, sur la bouée Sola qui est en face de Banyuls, vous pouvez avoir les données de température. Qu'est-ce qu'il y a sur le web il y a un fil Twitter grand public, voilà, pour suivre les données de nos bouées. Et donc, vous aurez les paramètres qui intéressent notamment les gens en vacances l'été, donc avec la température de l'eau, donc des paramètres météo aussi avec la vitesse, la direction du vent, la salinité de l'eau, voilà, tout un tas de différents paramètres physico-chimiques comme ça. Et météo. Messieurs, d'autres commentaires, messages que vous avez envie de faire passer? Oui, Hervé.
on parle de connaissance et d'observation des océans. La question que je me pose, c'est qu'on a un peu l'impression, c'est qu'on parle beaucoup de changement climatique et de cette angoisse qui nous assaille, là, de voir ces changements qui vont très vite. Et on attend, enfin moi, l'impression que ça me donne, c'est d'avoir ce côté rideau de fumée et que l'action, elle doit être immédiate et sur des choses très simples sur lesquelles on a moyen d'agir pour donner de la résilience, donc une capacité des milieux, des espèces à résister à ces futurs changements et surtout pas, j'irais, se retrouver dans l'inaction. Et donc, comment la recherche par rapport à ces deux dimensions, c'est-à-dire cette pression très forte sociétale et les appels à projets, les appels de recherche sont très orientés sur le changement climatique et finalement une crise écologique qu'on a à notre porte qui nécessite des réponses aussi de la recherche pour permettre d'avancer dans des délais courts et sur des choses qui sont évidentes, quoi, les pollutions et j'en passe. Alors, ouais, ça c'est une très bonne question, Hervé. Moi, j'ai un point là-dessus déjà, c'est que autant la question du changement climatique est maintenant parfaitement rentrée dans les mœurs, tout le monde en a conscience. Bon, il y a quelques résistants, mais il y a toujours une mauvaise raison derrière la résistance en question. Autant maintenant la question de la pollution plastique, pareil, a passé un cap et est devenue parfaitement acceptée par tout le monde. Autant la question de la préservation de la biodiversité a encore du mal à passer dans le grand public. C'est-à-dire que souvent les gens qui disent il faut protéger la biodiversité, on leur explique ouais, vous êtes gentils avec vos bestioles, mais laissez-nous avancer. Et ce que tu mentionnais tout à l'heure est tout à fait vrai, c'est qu'on grignote en permanence le milieu. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une réunion où les gens acceptaient un taux de grignotage de 0,3% tous les 6 ans, je crois, en disant ouais, ben, c'est pas beaucoup. Et moi, ça m'a fait réagir parce que 0,3% de grignotage de milieu tous les 6 ans, d'un point de vue biologique, pour la biodiversité, c'est énorme. Et que si on me dit que 0,3% de grignotage, c'est pas beaucoup, alors moi, je propose qu'on mette 0,3% de gain. Parce que c'est pas beaucoup non plus, mais ça change radicalement la donne. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est très très difficile. Alors moi, j'ai une réponse de directeur du laboratoire Arago qui est le biodiversarium. C'est-à-dire s'il y a un message qu'on essaie de faire passer dans le biodiversarium, c'est que c'est très très important de préserver la biodiversité parce qu'on n'est pas du tout en dehors du monde vivant, ni en dehors, ni au-dessus, ni rien du tout. On est dedans, on grouille avec tout le monde. Et si le monde vivant tombe, on tombera avec. Et ensuite, c'est de convaincre les politiques, même si c'est parfois presque un peu hypocrite, ou disons presque de l'effet d'annonce, qu'ils peuvent à la fois préserver la biodiversité et le taux de chômage. C'est-à-dire que c'est une chance, c'est une richesse, et à Bagnous, on est super bien positionné pour faire ça. Faut quand même le dire. Là-dessus, on a cette chance-là. Mais messieurs, allez-y. Gilles ? Moi, je voudrais juste rajouter un point. On a des projets de restauration écologique dans des ports, dans des baies, dans des contrats de baies. Et il y a une étude qui a été faite par un cabinet d'économistes de Parisiens qui s'appelle Vertigo Lab. Je ne sais pas si vous connaissez ce cabinet qui est à Paris. Et ils ont fait une étude détaillée du bénéfice économique, je bien dit économique et social, d'une action de restauration écologique qu'on fait à Marseille dans un projet qui s'appelle Cassiomar où on repeuple des poissons avec des pêcheurs. Enfin bon, je ne rentre pas dans le détail de la technique. Et donc ces gens ont l'habitude d'évaluer socio-économiquement des actions, pas que environnementales. Hein. Et il s'avère que pour 1 million d'euros injectés dans un projet du type du projet qu'on est en train de faire à Marseille, il y a 2,3 millions d'euros de retour sur investissement sur le territoire et 15 emplois directs et indirects créés sur le territoire. Et dans alors moi je leur ai dit ok, mais où on se situe par rapport à l'industrie, par rapport à est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon? Et en fait, il y a par exemple, alors je lui ai dit donne-moi quelque chose qui est pas bon. Par exemple, la fonderie. Vous mettez 1 million dans une fonderie, vous récupérez 1,01 million parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois qui sont créés. Et donc, on est dans la part très haute d'une économie, c'est-à-dire que le retour sur investissement d'injection d'1 million d'euros, enfin 1 million d'euros, c'est un chiffre comme ça, il est loin d'être négligeable, surtout si on le compare à d'autres types d'économies. Donc, pour parler d'économie bleue, puisque c'était quand même le sujet, je trouve qu'il faut aussi ça en parler aux élus,
Mettre 1 million d'euros sur un territoire et en avoir en retour 2,3 millions et 15 emplois qui sont créés, c'est pas nul. Donc la biodiversité peut vraiment être un vecteur d'économie et de développement économique sur un territoire. Voilà. Bon, s'il y a des investisseurs dans la salle, vous avez entendu, il faut donc investir dans l'économie bleue et dans la protection de la biodiversité. Oui, il y a un point justement pour rebondir sur ce que tu as dit, on est tout à fait d'accord. En fait, je suis, en ce qui me concerne, à titre personnel, je suis très favorable aux énergies renouvelables, c'est clair. Bon, d'accord. Évidemment, avec des compensations au niveau environnemental, écologique. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, en termes d'activité humaine, c'est vrai qu'une éolienne, c'est vrai que les panneaux photovoltaïques, c'est vrai que c'est impressionnant, des investissements importants. Mais n'empêche qu'en termes d'emploi local, c'est quand même pas exceptionnel, dans le sens où, ça va tourner pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Par contre, si on développe des activités de production, alors évidemment, en ce qui me concerne, c'est plutôt les microalgues, mais peu importe, ou associés à des fermes halieutiques, c'est totalement différent. C'est parce que là, ça génère de l'emploi, et de l'emploi local, et surtout, je le dis avec force, de l'emploi agricole ou aquacole, c'est-à-dire avec des personnes qui malheureusement n'ont pas accès à des emplois d'ingénieurs ou de chercheurs, excuse-moi. Et donc pour nous, c'est très important d'avoir cette vision, de se dire très bien, il faut évidemment aller au plus haut possible au niveau économie d'énergie, énergie renouvelable, mais il ne faut pas oublier l'emploi, et on a parlé des chômeurs, et je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, il faut leur trouver des débouchés. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce sont les synergies. Et je vais réviser les mathématiques. En ce qui me concerne, 1 + 1, ça ne fera jamais 2, ça fera au minimum 3, et quand on a trouvé des solutions pour que cela donne 10 ou 100, c'est merveilleux. Et c'est le cas. On a beaucoup plus à gagner en associant, en agrégeant des solutions scientifiques et techniques au départ improbables, je vous donnerai un exemple après, qui n'existaient pas, et de se retrouver avec des avantages au niveau environnemental, au niveau économique, au niveau social et emploi, qui sont inimaginables. Je vais vous donner un exemple très précis. J'ai eu l'occasion à une certaine époque de développer des systèmes de production maraîchère à très grande échelle, situés à côté de centrales énergétiques. C'est-à-dire que la chaleur était totalement perdue. C'est de la chaleur, que ce soit des centrales nucléaires, centrales thermiques ou des centrales de valorisation des déchets, comme à Cals, à côté d'ici, où la chaleur était perdue. Eh bien, il y a eu des milliers d'emplois, je dis bien des milliers d'emplois, qui ont été créés en Europe, j'ai bien dit, et pas loin d'ici. Par exemple, à Bessières, 140 emplois dans un village de 3500 habitants. Vous entendez ? 140 emplois agricoles dans un village de 3500 habitants. Ça a complètement changé, je dirais, la vie du village. Au lieu d'avoir des tomates, des concombres qui venaient d'Espagne, et pire, de Hollande, rendez-vous compte. Alors que nous avons tout ce qu'il faut localement. Sauf qu'ils n'avaient pas la chaleur. Et là, maintenant, ils l'ont. Donc ça veut dire qu'en termes de synergie, si on prend l'exemple, encore une fois, excusez-moi, des microalgues, il faut de la chaleur. De la chaleur, basse température, il y en a partout. Donc le terme synergie, c'est vraiment notre axe de recherche et de développement. Et nous avons tous les moyens d'ingénierie pour pouvoir le développer. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Sinon, merci beaucoup encore à vous quatre et à bientôt.